Je suis ravie d'être ici avec vous pour vous parler un peu sur mon expérience en homéopathie et spiritualité. En vérité, ce sont des chemins parallèles et avec un seul objectif. C'est vraiment un sujet très vaste. Je n'ai pas l'intention de l'épuiser aujourd'hui, mais c'est juste pour vous susciter un peu la curiosité d'aller plus loin. Donc voilà, les contenus d'aujourd'hui, je vais vous parler, on va marcher ensemble dans ces chemins. On commence par les bases historiques de l'homéopathie, du spiritisme, et un peu sur la vie de leurs fondateurs. Il y a beaucoup de liens entre Hahnemann et Allan Kardec. Et après, on passe à la définition d'énergie vitale selon l'homéopathie, le spiritisme, la médecine. On parle un peu de passe magnétique. Jean-Paul a déjà parlé un peu, donc on va rajouter quelque chose. On parle un peu sur qu'est-ce que c'est l'énergie vitale dans la médecine, comment est-ce qu'on interprète, quelle est la définition d'aujourd'hui et quelles sont les avancées. Après, on passe à la définition d'énergie selon la physique. Docteur Chantal nous a parlé un peu ce matin, donc on va encore rajouter des informations selon les plusieurs physiciens. Et à la fin, on va parler de comment ça fonctionne l'homéopathie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en termes de théorie? On a 2 ou 3 cas cliniques très jolis à partager avec vous et les liens finalement entre l'homéopathie et le spiritisme. Voilà, donc ici, vous connaissez tous, c'est un nom assez reconnu dans la médecine, notre père de la médecine, Hippocrate. Donc tout a commencé par lui. En effet, c'est monsieur-là qui a créé, il a établi la science médicale appuyée sur la connaissance expérimentale. Donc jusqu'à aujourd'hui, il est reconnu par son rôle majeur comme les pères de la médecine. Il parlait déjà à l'époque de la loi des signatures. Qu'est-ce que c'est la loi des signatures? La loi des signatures, ou la théorie des signatures, ça veut dire qu'ils utilisaient, ils s'en servaient à l'époque des plantes qui se ressemblaient physiquement parlant dans les formats à certains organes qui étaient atteints par une maladie. Donc par exemple, si on voulait traiter le cœur, une maladie du cœur, il fallait trouver une plante qui se ressemble au cœur. Si on voulait traiter un problème de cerveau, il voyait la noix, par exemple, la noix, qui se ressemble physiquement au format du cerveau. Donc il s'en servait de ces genres de connaissances, et ces genres de connaissances étaient connus comme la théorie des signatures. Et ça a été dit depuis Hippocrate. Donc vous voyez que c'est loin et c'est quand même une tradition de la médecine. Et puis 1000 ans après, figurez-vous, il y a un autre personnage qui apparaît dans l'histoire de la médecine qui s'appelle Paracelsus, 1000 ans après, donc l'eau elle a coulé. Hein. Ce monsieur-là, il était un alchimiste, parce qu'à l'époque, les médecins étaient alchimistes, parce qu'il fallait étudier aussi la chimie et comment ça fonctionnait. Ils avaient un laboratoire. Et il parlait beaucoup des réincarnations, déjà à cette époque-là. C'est intéressant ça. Il parlait beaucoup de Jésus. Et il reparlait sur la loi des signatures. Donc il a encore ces messages-là qui est repassé. Et il commence à parler de la loi des similitudes, justement. La similitude des signatures, ça veut dire que les remèdes doivent être similaires à la maladie ou à l'organe qui a été touché ou atteint. D'accord? Donc, nous voyons dans ces 2 personnages-là, d'abord, ici, la théorie qui a été construite par Hippocrate. Paracelsus, il a fait une récolte des données, et la phase d'expérimentation, elle vient tout de suite après, par notre fondateur l'homéopathique, c'était Hahnemann. Donc, ces 3 piliers qui forment les triplés, justement, de la base de la loi des similitudes. Donc, on a mis quand même presque, combien de temps? 2000 ans pour y arriver. C'est un travail énorme. Donc, ces messieurs-là, pour ceux qui ne connaissent pas, il était né, c'est un médecin, certainement, il était né à Meissen, le 10 avril 1755, et il est décédé à Paris. Ces messieurs-là, il était brillantissime en termes d'intelligence. Il parlait plusieurs langues d'une manière très naturelle depuis tout petit.
Donc il les a appris à un tel point qu'il était reconnu par ses professeurs pour donner des cours, même en étant jeune. Et puis au fur et à mesure, il a eu beaucoup de difficultés financières, donc il a dû lui-même payer ses études pour aller à la fac avec beaucoup de difficultés. Il a réussi à s'y former en médecine et il s'y marie avec la fille de son pharmacien. Et ils ont eu 11 enfants. Donc vous imaginez, les difficultés financières étaient encore de plus en plus délicates pour cette famille-là. Donc il continue à travailler, il fait beaucoup de succès dans sa clinique. Il est obligé de changer plusieurs fois des villes pour des raisons principales. Il était un très bon clinicien et ça générait beaucoup de jalousie entre ses collègues. Donc, comme il avait beaucoup de succès dans la clinique, il était obligé de déménager fréquemment, on va dire, avec une famille de 11 enfants, déménager tous les 2 ans. Donc, il a fait un parcours énorme en Europe. Et la deuxième raison qu'il était expulsé, c'était parce qu'il produisait ses propres médicaments. Donc, les pharmaciens, ils ne l'aimaient pas du tout. Donc, il avait ces 2 raisons-là qui l'ont fait d'en sorte qu'il aille un trajet assez dur de vie. Il y a un certain moment, malgré le fait qu'il a beaucoup de succès dans ses cas cliniques, il perd un très bon ami qu'il n'arrive pas à les traiter comme il fallait. Et il commence à ne pas croire à la médecine et il désiste de la médecine en 1787. Malgré ces faits-là, il continue à voir sa famille, il continue à avoir ses dettes, des choses à payer, et donc il décide de retourner à la phase qu'il a commencé sa vie, qui c'était dans les traductions, dans la facilité qu'il avait de travailler avec plusieurs langues. Donc il s'y met à traduire beaucoup de documents, et notamment au moment, en 1790, quand il commence à traduire les lectures de la matière médicale de William Cullen. Il n'est pas d'accord avec l'explication qu'il a donnée sur la quinine ou la Cinchona officinalis, qui était utilisée à l'époque et même aujourd'hui. Les médecins qui sont présents ils vont confirmer ça, comme un médicament contre la fièvre, antipyrétique et contre le paludisme. D'accord ? Et donc, comme il n'est pas d'accord avec cette explication-là, qui a été mise en forme de bouquin, il décide de prendre ces médicaments lui-même et tester sur lui, et voir ce que ça donnait. Et effectivement, on sait que c'est un médicament antipyrétique, donc c'est contre la fièvre, d'accord ? Donc il commence à voir au fur et à mesure qu'il prend la quinine des signes de fièvre. Et après quelques jours, il fait exactement une espèce de malaria avec tous les signes de la maladie. D'accord ? Donc à ce moment-là, il se rend compte que ces médicaments-là, ils pourraient produire la maladie pour laquelle il était censé soigner les patients. Vous me suivez ? Et donc c'est là où il se rend compte qu'il y a une loi de la similitude. Donc il ne faut pas traiter la maladie avec les contraires, mais par contre il faut utiliser les similaires. Donc là, il crée la théorie de similia similibus curantur, qui était déjà envisagée par Hippocrate. D'accord ? Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est la guérison par les semblables. Et c'est de là qui vient les mots homéopathos, donc semblable à la souffrance. D'accord ? Bon, allons plus loin. On parlait entre les liens de l'homéopathie et l'espiritisme. Quels sont les liens ? Donc l'espiritisme, certains d'entre vous, la majorité connaissent très bien. Il a été codifié par notre cher Allan Kardec, qui était un pédagogue français. Il s'est considéré comme le fondateur de la philosophie spirite. En 1857, il a écrit les livres des esprits, et c'est là qu'on considère qu'il y a eu la naissance de l'espiritisme. Cette doctrine, elle est fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits, possédant les lois morales et reposant sur une échelle spirite. Les œuvres majeures sont connues par tous, et ce qui est intéressant, c'est que ces deux hommes-là, ils ne se sont jamais rencontrés en vie.
sur la Terre. Mais par contre, on le sait, à partir de 50 ans, Allan Kardec, il commence à avoir un contact avec les esprits et avec son esprit aussi scientifique. Et il a la capacité de récolter les informations et monter cette structure d'un bouquin d'une manière méthodologique, qui soit bien structurée, qui soit bien facile à lire sur les formats de questions-réponses. Donc, et pour cette tâche, c'était énorme, il a compté sur certains esprits qui ont communiqué à travers des psychographies, à travers des médiums. Donc il y a eu plusieurs communications qui ont été décrites entre Kardec et Hahnemann. Et ça, c'est intéressant parce qu'Hahnemann, il revient une fois décédé pour rencontrer Kardec. Déjà, Kardec a 50 ans. Il commence à recevoir des informations et la première question qu'il pose à Hahnemann, au moment qu'il commence à codifier la discipline, la doctrine, quelle était sa mission, Allan Kardec, en Terre, sur la Terre. Et donc, Hahnemann lui explique qu'il verra plus tard et qu'il sera ravi de voir toute évolution en fonction de sa mission sur la Terre. Allan Kardec, il a participé activement comme esprit communicant sur les livres des esprits, mais il n'apparaît pas souvent son nom. Donc on sait à travers les œuvres posthumes qu'Hahnemann, il était là, comme un peu un menteur, à orienter les chemins du travail d'Allan Kardec. Donc la proximité entre ces deux hommes-là, elle est énorme. Et tout de suite après, en 1863, il y a une revue Spirit qui montre aussi une communication de la part de Hahnemann et qui, à ce moment-là, Hahnemann, il commence à parler qui de 100 ans à 200 ans après, on aurait une médecine qui est complètement fluidique, qui sera complètement spirituelle. Donc, il projette déjà dans le futur une nouvelle médecine qui viendra prendre place comme la médecine principale. Donc ça, c'est une communication que vous pouvez accéder à travers les liens officiels. Et ensuite, il y a une autre communication, en 1864, qui se trouve dans l'Évangile selon le spiritisme, qui Hahnemann revient et il parle sur la colère. C'est une citation assez connue aussi. « Bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques. Jésus condamne la violence, la colère, les esprits conseillent la patience et l'obéissance. » Donc ça, c'est venu de Hahnemann autant qu'esprit. Donc ça montre bien que ces deux hommes-là, ou ces deux esprits, ils se communiquaient d'une manière assez spéciale et assez proche, comme amis. Donc on peut dire que ce sont des fondateurs des doctrines naturelles, non matérialistes, et ces deux doctrines, ce sont des doctrines basées sur l'énergie vitale. Ok ? On continue. Mais c'est quoi finalement l'énergie vitale ? On parle beaucoup de l'énergie vitale, mais ça veut dire quoi l'énergie vitale ? On va voir ça plus en détail. Donc il y a une définition d'énergie vitale entre l'homéopathie, l'espiritisme et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc nous verrons quelles sont les similarités. L'homéopathie dit qu'il dynamise la force vitale quasi spirituelle. Donc Hahnemann utilisait déjà cette expression de spiritualité qui anime les corps matériels. Donc il y a trois formes d'énergie dans ces corps humains. La première, c'est l'énergie physique qui se trouve dans les tissus. La deuxième, c'est une énergie dynamique dans les cerveaux et les systèmes nerveux. Et la troisième, c'est carrément une énergie spirituelle dans les mentales. Bon, là, vous vous disiez, il y a beaucoup de connaissances qui se ressemblent à tout ce qu'on a parlé de l'espiritisme. L'espiritisme, comment il va considérer l'énergie vitale ? La santé, c'est vraiment un état psychophysique qui provient d'un comportement équilibré, une attitude saine et une pratique morale selon l'Évangile. Ces genres d'activités ou ces genres d'attitudes, il alimente les champs magnétiques qui peuvent influencer directement sur les champs des vibrations. On commence à parler des vibrations responsables par l'interaction esprit, père-esprit et corps physique. Exactement comme Jean-Paul avait dit, les trois corps
qu'on voit dans le spiritisme, ce sont les trois-là. Et donc, en dernière place, on voit que la médecine, elle n'accompagne pas la même définition. Donc, Hahnemann, il disait que la médecine, c'est une des doctrines les plus traditionnelles. Donc, elle est toujours un peu en retard par rapport à tout ce qui est nouveauté, à tout ce qui est évolution. Et la médecine, seulement en 1946, a commencé à définir, selon l'Organisation mondiale de la santé comme un état de bien-être complet, physique, mental et social. Donc, on ne parle pas de la spiritualité, qui est quand même une partie importante de la vie de l'homme sur Terre. Mais bon, on va voir comment les spiritismes, l'homéopathie, ils utilisent et s'en servent de la même définition de l'énergie. Comme ça a été dit, l'être humain il est constitué pour les spiritismes et pour l'homéopathie des trois éléments. Donc il y a encore des coïncidences, beaucoup de liens entre ces deux disciplines. Donc il y a l'âme, qui est les plans spirituels, les principes intelligents et universels. Il y a l'hyper-esprit, qui c'est ces corps intermédiaires, qui se trouvent dans les plans astrales. Et c'est un corps fluidique complet. Et les corps physiques que nous connaissons, qui sont palpables, qui c'est l'enveloppe matérielle destructible. Donc toute l'énergie du corps, soit par l'espiritisme ou l'homéopathie, s'y trouve dans l'hyper-esprit, qui fonctionne comme les vrais corps. Il précède la vie et survit à la mort. Donc c'est la moulure qui donne exactement les formats au corps physique. Et contrairement au corps physique, qui se dégrade avec l'âge, l'hyper-esprit ne se modifie pas. C'est justement la physionomie spirituelle de l'être. Et Hahnemann, il rajoute, une fois corrigés les maux de père-esprit, le corps physique recevra les impulsions de redressement correspondantes. Donc c'est ça la dynamisme. Encore une fois, il y a la proximité entre l'homéopathie et les spiritualités ou le spiritisme. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'avoir un passe magnétique, on a eu l'explication de Jean-Paul, très bien détaillée, et comment ça marche en termes de l'application de l'énergie vitale. En effet, l'hyper-esprit du récepteur du passe, il reçoit de l'énergie vitale ou des fluides vital à travers les chakras. Les chakras reçoivent cette énergie, ils la décomposent et puis la transmettent vers les méridiens, au système nerveux, aux glandes endocrines et au sang pour nourrir les corps. Donc la preuve que l'hyper-esprit il persiste, c'est justement dans les cas des membres fantômes. Ça veut dire une personne qui a été amputée d'un membre ou qui est née sans un membre pour une malformation n'importe laquelle. La personne, elle continue à ressentir après une amputation la douleur dans les membres qui n'existent plus. On appelle ça les membres fantômes. Et ça veut dire que la présence du Père-Esprit, il garde dans cette région l'énergie qui existait auparavant. Donc la douleur, elle est encore là, malgré le fait que les membres n'existent plus. Donc c'est la preuve évidente qu'on sait que le Père-Esprit existe. Juste un détail, les premiers médecins qui ont commencé à appliquer les passes magnétiques au Brésil, c'était les médecins homéopathes, notamment Benoît Mur et Dr Martins. Donc ils associaient justement l'homéopathie, l'utilisation de l'homéopathie avec les passes magnétiques pour pouvoir gagner un peu plus en amplification des faits sur les patients. Encore une proximité entre les deux disciplines. Et pour la médecine, on avait dit que la médecine, elle est encore aussi beaucoup traditionnelle, donc elle n'a pas avancé à grands pas, comme on attendait par rapport à tout ce qui est définition d'énergie. Pour la médecine, on apprend à l'école que l'énergie, qu'est-ce que c'est la définition d'énergie? Donc c'est la composition du corps humain, elle est faite de l'eau. Donc c'est l'eau qui est l'élément essentiel de la vie, on ne peut pas s'en passer sans boire. La déshydratation, elle peut mener à une situation de mort. Donc l'eau, c'est l'élément le plus important pour nous en tant qu'êtres vivants. On sait que certains organes, ils contiennent plus d'eau que d'autres, et ça c'est naturel. Et on doit remplacer toute cette eau-là qu'on perd pendant la journée pour éviter la déshydratation. Et on s'arrête là en termes d'énergie, quand on parle des médecines.
Malgré ces faits-là, il y a eu un grand avancé en 1988 par rapport à tout ce qui est définition de l'eau. Parce qu'en principe, quand on regarde l'eau, c'est un élément anodin. Donc on n'a pas beaucoup d'informations, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau, à part s'hydrater, ou enfin, ça fait partie de notre composition du corps. En tant que médecin, on sait ça. En 1988, ce monsieur qui s'appelle Jacques Benveniste, il a commencé à travailler sur l'immunologie, c'était un chercheur à Paris, et hasard de destin, un de ces flacons qu'il travaillait avec des anticorps IgE, il y avait encore des traces. Et donc il voulait refaire le même essai dans un flacon qui avait encore des traces d'anticorps IgE. Donc l'action a été faite avec la dégranulation des basophiles, c'était les résultats qu'il attendait, sans avoir la substance. Il avait tout simplement un flacon qui a été mal nettoyé et qui restait des traces de l'eau là-dedans. Donc il s'est dit, c'est bizarre quand même, il n'y a plus de substance palpable, mais l'effet sur la dégranulation des basophiles, il existe. Et sa conclusion a été qu'il y a une mémoire qui est restée dans l'eau, qui a été utilisée pour nettoyer ces flacons-là, et qui a fait la fonction comme s'il y avait encore une substance chimique ou active. Donc à ce moment-là, on peut se dire qu'il a validé les principes de l'action, de la dilution et de l'homéopathie. Ça veut dire qu'il avait une mémoire dans cette eau-là. Ok, vous me suivez? Pardon? Pleinement, merci, merci. Donc ces messieurs-là, il a été poursuivi par des jaloux, comme d'habitude, des gens qui ont fait des audits, et il a été obligé de fermer son laboratoire. Et par la suite, il a beaucoup souffert, il a fini par mourir d'un infarctus. Et récemment, notre professeur Luc Montagnier, qui a été connu par les prix Nobel de médecine quand il a découvert les virus du sida, il a repris ses études, donc c'est un grand nom de la médecine qui croit absolument à 100% dans le travail de continuation de son équipe avec notre cher Benveniste qui a quitté ce monde. Donc voilà, on commence à avoir un peu plus d'idées comment ça fonctionne l'eau. Mais je vais vous montrer au fur et à mesure qu'il y a d'autres chercheurs, comme par exemple Masaru Emoto. Et vous connaissez, il y en a qui affirment et qui connaissent, qui ont lu même des bouquins. Donc lui, un japonais, un chercheur, il a fait beaucoup d'études en prenant tout simplement un flacon d'eau et collant par exemple une étiquette qui dit sur les flacons « amour ». Ou une autre étiquette dans un autre flacon qui disait haine. Et là, il a observé, une fois qu'il a repris cette eau-là, en cristallisant cette eau à travers de la gelée, il a gelé cette eau-là, il a mis sous le microscope et il a trouvé des images magnifiques, très harmoniques quand on parlait de l'amour, et d'autres images très dysharmoniques quand il y avait une étiquette marquée haine, par exemple. Donc c'est la preuve, encore une fois, que l'eau, elle réagit d'une manière à changer sa configuration. Ce n'est pas du tout une action chimique. Donc ça, il faut vraiment souligner, c'est une action physique sur la molécule de l'eau qui va changer sa configuration selon l'information qui est imprégnée sur la molécule d'eau. Donc, la conclusion qu'il a eue, c'est que l'eau réagit à des stimuli des pensées et de la parole. Ça, c'est important, il a une mémoire, c'est comme un magnétoscope. Et la cristallisation lui a permis de visualiser les informations contenues dans l'eau. C'est absolument la manifestation visible de la mémoire de l'eau. Ok ? Donc, je vous invite à regarder un tout petit peu une vidéo pour qu'on voit plus clairement les images dont on en parle. Ça va animer un peu l'après-midi. Toute substance qui entre en contact avec l'eau y laisse donc une trace.
Nos ancêtres ne l'avaient-ils pas deviné quand ils transformaient l'eau ordinaire en eau curative en utilisant des récipients en argent? À ce jour, l'eau structurée ou dynamique est le meilleur antibiotique qui soit, à tel point que l'armée américaine a utilisé cette eau en Irak et en Afghanistan. Il suffit d'une molécule sur 100 millions de molécules d'eau potable pour détruire tous les germes présents dans une plaie. Le président des États-Unis utilise de l'eau structurée pour se désinfecter les mains. Alors, je me suis interrogé, comment est-ce possible ? En enregistrant les informations, l'eau acquiert de nouvelles caractéristiques. Pourtant, sa composition chimique reste intacte. Dans un premier temps, on s'est penché sur la composition chimique de l'eau. Mais à la surprise générale, cela n'a abouti à rien. Car la composition chimique importe bien moins que sa structure. Quand on parle de la structure de l'eau, on parle de l'organisation de ses molécules, de la façon dont les molécules de l'eau s'agroupent entre elles. Ces agrégats d'atomes sont appelés clusters, et les scientifiques ont supposé que les clusters agissent en quelque sorte comme les cellules de la mémoire, où l'on enregistre ce qui l'entoure, telle une bande magnétique. Les gens ne se doutent pas que l'eau change lorsqu'on allume la lumière, ou que, sous l'influence d'un champ électrique, l'eau peut changer. Nos recherches actuelles vont dans cette direction. De toute évidence, l'eau reste de l'eau. Mais sa structure, tout comme un système nerveux, réagit à chaque irritation. Les instruments modernes ont permis de mesurer que chaque cellule de mémoire de l'eau, de la taille d'un micron, contient 440 000 tables d'informations. Et chacune de ces tables peut enregistrer son propre type d'interaction avec l'environnement. Si on considère un cluster comme un agrégat de molécules spécifiques, alors sa durée de vie est courte. Mais si on le considère comme une structure, que les molécules peuvent quitter et réintégrer à loisir, sa durée de vie s'en voit largement accrue. Et c'est justement cette stabilité de la structure du cluster qui a confirmé l'hypothèse de la capacité de l'eau à enregistrer et à stocker des informations. Peut-être que l'eau est une sorte de disque dur rempli d'informations, unique en son genre. Nous devons connaître son organisation. C'est comme un alphabet. Si je vous présente un nouvel alphabet, vous ne pourriez pas comprendre de mots ni de phrases structurées, parce que vous ne reconnaîtriez même pas ces lettres. Donc la structure moléculaire est l'alphabet de l'eau. Grâce à elle, vous pouvez composer des programmes dans l'eau et vous pouvez les modifier. Hiver 1880. Donc on va s'arrêter là parce que c'est très intéressant, mais ça prendrait trop longtemps. Donc c'est juste pour vous montrer que les scientifiques ils sont au courant des fonctionnements de la configuration de l'eau et qu'il s'agit vraiment comme une espèce de magnétoscope où on CD-ROM pour enregistrer les informations. Donc on va continuer. Et l'énergie vitale, on peut conclure maintenant qu'elle n'est pas du tout un concept chimique. Donc c'est un concept physique. On a parlé ce matin, c'était Dr Chantal qui disait sur la mécanique quantique. Et on va arriver là, encore une fois. Donc, pour la physique, on a eu plusieurs étapes aussi des compréhensions. L'énergie, elle était complètement différente selon la définition des Newton et la définition d'Einstein. Newton, qui vient d'une école d'expérimentation alchimique, donc je vous conseille de lire les bouquins L'histoire de l'alchimie, vous allez voir qu'il a passé par cette phase-là de sa vie. Donc il vient d'une idée de qui il avait de la chimie derrière. Donc pour lui, c'est clair, on va récupérer un peu son image ici, qu'il conclut que la matière, elle est dure, simple et impénétrable. Et la lumière est une particule. Ça nous semble bizarre aujourd'hui entendre que la lumière soit une particule. Mais à cette époque, c'était ça sa conclusion. Et malgré tout, toutes les évolutions qu'on a vécues, la médecine
allopathique, elle continue à se baser sur l'idée de médicaments chimiques. Donc, tout le monde le sait, la médecine chimique, elle s'est arrêtée à ce moment-là de l'histoire, l'interprétation de Newton. Entre-temps, bon, il y a eu Einstein qui est venu, il nous a dit exactement le contraire. Donc, il a parlé de la médecine quantique, la médecine ou la mécanique qu'on utilise en médecine quantique, mais il dit que la lumière, elle ne peut pas être une particule. Donc, on la voit, la lumière, là. La lumière, elle peut être une particule si on la prend en photo, parce que les instruments, ils nous permettent d'identifier en photo que ce soit une particule, mais si on la prend comme en film, c'est un effet, une onde. Donc, soit la lumière, elle va se comporter comme une onde, ou soit comme une particule. Elle a une double face. Et pour cela, il est appelé photon. Et il nous dit clairement, par rapport à Newton, concernant la matière, nous nous sommes absolument trompés. Donc ça veut dire, ce que nous avons appelé matière n'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration, donc c'était une onde qui a ralenti sa vibration afin d'être perceptible par nos sens. Il n'y a pas de matière. Là, il est catégorique. Il n'y a pas de matière. Tout vibre à des niveaux particuliers. Donc, plus tard, en même temps, entre les deux, il y a eu un autre monsieur, un autre physicien, qui s'appelle Max Planck, et qui commence à décrire les champs électromagnétiques. Donc, il est allé encore plus loin. Donc, il dit que les molécules organiques, la lumière et l'eau aussi, là on revient à l'histoire de l'eau, ont une fréquence précise qui, une fois soumise à une vibration, ils vont générer un champ électromagnétique. Donc ça va plus loin qu'on avait compris au départ. Ce n'est pas une particule, ce n'est pas une onde, mais c'est plutôt un champ magnétique. Il a une nano-cohérence. Et qu'est-ce que ça vous ressemble? Pour moi, c'est clairement la description du Père-Esprit. Là, on est tous d'accord. Il décrit qu'il a une énergie qui forme un champ vibratoire, tel que l'espiritisme a dit, tel que l'homéopathie l'a dit. Donc là, c'est la physique qui explique encore une fois. Et il insiste sur l'idée qu'il n'existe pas la matière à proprement parler. Toute matière tire son origine et n'existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les particules de l'atome. Nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matière, la matrice de toute matière. Je pense que je n'aurai pas le temps de montrer, mais peut-être rapidement. Oui. Donc j'ai un OK de la part de Véronique. Il faut absolument que je vous montre ça, parce que l'eau, elle va être responsable pour notre composition du corps, selon la médecine, et comme n'importe quelle particule, elle va créer un champ magnétique qui est dégagé de l'être humain et qui peut former justement ce que les physiciens expliquaient comme les père-esprits. C'est l'explication. On va voir comment l'eau elle se comporte avec les changements de configuration. Il y a une petite vidéo de 2 ou 3 minutes.
Voilà, donc je suis obligée de l'interrompre. C'est une très jolie vidéo. Ça vous montre exactement comment on fonctionne en termes d'énergie vitale et ça va nous permettre d'expliquer rapidement les fonctionnements de l'homéopathie. Parce qu'il y en a qui disent que l'homéopathie, elle est que l'eau. Donc là, vous savez que l'eau, elle est vraiment un élément essentiel pour les traitements, surtout de niveau spirituel. Et comment ça fonctionne l'homéopathie? Donc là, on peut vous expliquer. Il y en a ici les gens qui se soignent par l'homéopathie. Oui, très bien. Je suis contente de les voir. Merci. Donc l'homéopathie, c'est vraiment la médecine des semblables qui s'oppose à l'allopathique. C'est la médecine des contraires. Donc à la base, on a 3 principes majeurs en homéopathie. C'est la totalité. On voit les corps et l'esprit comme un seul. Donc il n'y a pas de séparation du corps et de l'esprit. On voit la similitude, c'est la loi du similaire, comme on avait vu auparavant dans l'historique. La guérison, elle est obtenue par un remède qui provoquerait la même maladie chez les sujets sains, donc c'est là. L'infinitésimalité, donc il n'y a pas beaucoup ou rien en termes d'effets indésirables parce que les substances sont administrées à doses infiniment petites. Donc les choix du remède, il est fait en fonction d'une belle consultation. La première fois, on voit un patient pendant 1h30, 1 heure, pour avoir son diagnostic au niveau de son mode réactionnel. Donc ce que je demande aux patients, c'est comment vous fonctionnez devant une telle situation, quelles sont vos réactions, quelles sont la manière qui vous est différente des autres, qu'est-ce qui vous différencie des autres personnes. Donc c'est ça qu'on appelle les symptômes qui sont homéopathiquement utilisables. Ils doivent être originaux, frappants, inhabituels, qui sont uniques à cette personne-là. Il n'y a pas des personnes avec les mêmes symptômes, même que ce soit un asthme, une maladie fréquente, commune. Donc on va dire, une personne qui a un asthme, elle peut réagir, je préfère m'asseoir pour respirer mieux. Il y a un autre qui va dire, je préfère me mettre allongé. C'est bizarre ça, allongé, mais c'est spécifique à cette personne, à sa manière de réagir, son mode de fonctionnement devant la même maladie. Donc c'est ça qu'on cherche pendant une consultation et comment la personne fonctionne au niveau psychique aussi. Qu'est-ce qui lui a marqué dans sa vie, son vécu, sa famille, son histoire à elle. Et pour objectif, on a comme objectif trouver un remède unique qui soit exactement comme un miroir et que dans ces remèdes, on ait toutes les informations ou la majorité des informations qui vont coller en face du patient exactement avec les symptômes qu'il présente. D'accord ? Là, on parle de la médecine homéopathique uniciste. On donne un remède seul et qui va agir au niveau physique, mental et spirituel, et notamment au périsprit. Comment ça fonctionne? La méthode de préparation des remèdes, donc je ne sais pas si vous les connaissez, il y en a des pharmaciens ici, je le sais. Donc on part du principe d'une teinture mère qui peut être de 3 différentes origines, soit minérale, végétale ou animale. Comme vous voyez dans les flacons, les premiers là, on a la substance mère, la substance de base. On prend une goutte et on la dilue dans les deuxièmes flacons avec 99 autres gouttes de l'eau distillée ou alcoolisée. Donc pour cela, au premier flacon, on n'a pas de dilution. Au deuxième, on commence à voir 1 sur 100. Ça veut dire 1 CH. Le plus important, c'est ne qu'est pas la dilution, mais après la dilution, il faut avoir des sous-cussions. Il faut réveiller l'âme de ces remèdes-là, ou de cette substance. Donc c'est la dynamisation ou la vibration de cette gouttelette qu'on avait vue dans l'image de vidéo qui va créer l'énergie du remède. Donc là, on peut aller très loin en termes de dilution et de dynamisation. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 12 CH, on dépasse les numéros d'Avogadro. Donc il n'y a plus de matière, il n'y a que de l'énergie. Si vous voulez une image, si on créait un tube entre la Terre et la Lune, et on mettait une molécule de n'importe quelle substance, et les restants, tout était rempli d'eau dans ces tubes-là, on aurait par exemple la dilution des 30 CH. 30 CH. Donc c'est inimaginable. Hein. 30 CH, c'est ça. Donc il n'y a que de la matière énergétique. Il n'y a plus de matière physique.
Et donc on va utiliser les types de dilution ou de dynamisation en fonction de la maladie que le patient présente. Donc ça peut être par exemple une maladie spirituelle, on va aller au-delà de 30 CH. On va aller dans 1 million, parfois 10 millions, dilution assez haute. Donc on va agir au niveau spirituel proprement dit. Et si c'est une maladie physique, bon, il a eu un traumatisme, il a eu une entorse, il a tombé, il a mal à l'articulation, on va donner une arnica à 9 CH. Donc c'est pratiquement une des premières dilutions. On arrive presque à la fin. Comment ça fonctionne l'action de remède? On avait vu comment il a été fait l'expérimentation de Hahnemann. Il a travaillé sur lui-même, qui était un individu volontaire, sain et sensible à cette médication. Il a pris les doses d'une façon répétée dans certains remèdes, qu'il a choisi la cinchona officinale, jusqu'au moment qu'il commençait à présenter les symptômes des fièvres, et presque paludisme. Donc c'est comme ça qu'on étudie chaque remède et qu'on crée un bouquin où il y a toutes les informations sur chaque remède d'homéopathie. Actuellement, on a presque 5000. C'est pour ça que l'homéopathie est difficile, parce qu'il faut trouver parmi ces 5000 remèdes un seul qui soit le plus proche de l'individu. D'accord ? L'action de remède, soit il a une amélioration, une guérison, qui va suivre, j'ai dit, on inverse l'horloge de la vie de la personne. Disons, aujourd'hui, j'ai une entorse, je donne des remèdes, donc je commence à avoir des symptômes comme j'avais eu il y a 2 ans. Ah, mais ça, c'est des retours des symptômes, j'ai déjà eu ça. Mais on est en train de nettoyer la mémoire du père-esprit. Ce n'est pas le cas d'empirer les patients. Donc il faut les expliquer parce qu'ils pensent que ça ne va pas. Pourquoi j'utilise l'homéopathie et je commence à avoir des symptômes anciens. Donc c'est la phase de nettoyage, c'est normal. Donc on fait ces mouvements en arrière, dans l'ordre inverse d'apparition, du haut en bas. Comme vous voyez dans l'image, il y avait une étisème, une infection au niveau de la peau de la face. Et là, à partir du moment qu'il prend les remèdes, on voit la descente de la même image, la même infection. Et dans l'antérieur à l'extérieur. Donc il y a une élimination à travers la peau. Quand la maladie arrive à la peau, on a les signes que le patient est en train de guérir. La maladie la plus grave à la moins grave. Et l'aggravation, comme j'ai dit, parfois ça peut durer 2 ou 3 jours. Oui, je me sens un tout petit peu pire qu'auparavant, mais sans plus. Donc c'est une phase parfois qui existe, mais qui va vers l'essence de la guérison. Donc pour l'homéopathie, j'aime bien cette phrase, la définition d'énergie, notre énergie vitale personnelle est la force qui maintient notre corps en vie. Quand nous sommes en accord avec notre énergie vitale, c'est la santé. Quand nous sommes en conflit, c'est la maladie, ou l'âme a dit. Donc la maladie, l'âme a dit. C'est le corps qui s'exprime, c'est notre esprit qui s'exprime pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est l'âme qui dit, il faut respecter. Je vous présente des cas rapides. Un cas clinique d'une maladie aiguë. Donc c'est une patiente qui pendant la nuit, elle commence à voir sa lèvre supérieure gonfler subitement. Elle, soi-même, elle a pris des fois des antihistaminiques, il n'a pas eu de résultat. Elle m'appelle, je lui prescris un médicament à base d'abeilles. Donc on avait dit auparavant qu'on utilisait les minéraux, les végétaux et les animaux. Là c'est Apis mellifica qui produit, imaginez-vous, si on se fait piquer par une abeille, on aurait la même expression de symptomatologie clinique. Donc si je vois ça, je dis ça se ressemble à une piqûre d'abeille, je donne l'abeille. D'accord ? À 30 CH, parce que c'était important, les gonflements. Elle a pris des gouttes tous les 15 minutes. Après la première dose, elle a eu des gonflements importants. À la fin de la journée, elle pouvait travailler le lendemain. Donc là, il n'y a pas de magie, on travaille avec l'énergie. Un cas chronique que je tiens à cœur, c'est une patiente très chère, 28 ans, architecte, elle est arrivée hyper tendue. Elle ne pouvait pas prendre des contraceptifs parce qu'elle avait une hypertension assez gêne. Et elle consulte parce qu'elle a un risque de cécité imminente. Elle ne pourrait plus travailler, elle commence à perdre sa vision. Son diagnostic a été donné par les allopathes, une maladie auto-immune indéterminée, et elle était sous corticoïdes, immunosuppresseurs, antihypertensifs, assez chargée, assez fatiguée.
Donc, l'histoire précédente, c'est assez touchant. Elle a eu une sœur jumelle pendant la grossesse de sa maman, qui est morte intra-utérus dans la phase de grossesse. Donc, elle est restée seule avec une sœur jumelle qui était morte. Suite à ça, elle n'a pas fait les liens, mais elle raconte qu'un fait important de sa vie, c'est qu'elle a tenté le suicide pendant l'adolescence. Elle avait une claustrophobie importante dans les ascenseurs, elle ne pouvait pas rentrer dans l'avion, une claustrophobie importante. Ok, donc on répertorie tout cela, je note tous les symptômes. Les traits de personnalité sont importants, c'est une fille perfectionniste, intelligente, elle parle plusieurs langues, très attachée à sa maman et à sa sœur qui est vivante encore. Elle plaire facilement, très émotive, surtout vis-à-vis des affaires familiales. Donc, avec ces informations, je lui donne Poussatilla, qui c'est un remède qui colle absolument comme un miroir dans tous ces symptômes qu'elle me présente. Donc, je lui donne 1 MK, donc c'est 1 million de dilutions, c'est assez important, ça va agir au niveau spirituel. 4 doses, 1 des jours. Et après, elle commence à utiliser tous les jours des gouttes liquides. 1 mois après, elle revient, tension normalisée, elle n'a plus d'hypertension. Il y a suspension du traitement antihypertenseur, pas d'hypertenseur. 3 mois après, elle continue à utiliser les traitements. Effet indésirable du traitement avec immunosuppresseur commence à apparaître. Donc je lui dis suspendre l'immunosuppresseur. Et elle commence à observer amélioration de la vision. Surtout à l'œil le plus affecté. L'ophtalmologiste, il est un peu dubitatif. Il dit oui, c'est un peu de chance, ça va revenir, hein, attention. Attention. Ok, 6 mois après, elle commence à voir, figurez-vous, les flashs d'images de sa sœur. Pendant le travail, elle commence à voir des images de sa sœur qui a été morte intra-utérus, qu'elle n'a pas connue, cette sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous souvenez, les retours des symptômes. On commence à nettoyer les périsprit et la patiente, elle commence à retourner dans ses images, dans son traumatisme passé. Et elle a ces genres de flèches avec une claustrophobie encore plus importante. Elle n'avait pas de mots à dire. Donc c'était comme si c'était un petit bébé dans une situation qu'elle ne pouvait pas affronter. Et elle lui disait, j'arrive pas à voir au-delà de là. J'arrive pas à voir. Mais physiquement, les examens, ils vont mieux. Mais j'ai un problème de vision, j'évite de voir les choses qui me choquent. Donc j'ai dit, elle retourne dans une phase assez bébé, on va dire, intra-utérus. Et donc elle était très émotive, pleureuse, liée à toutes les sensations de perte de sa sœur vivante et sa maman. Donc quand l'aidait, elle prenait un avion, elle commençait à pleurer sans raison. Elle voulait les protéger, comme elle a voulu protéger peut-être sa petite sœur. Elle ne pouvait pas donner les mots, elle ne pouvait pas s'expliquer plus que ça. Okay. Donc je répète la dose de Poussatilla, 1 MK, en 4 doses uniques, seulement des jours. 9 mois après la première consultation, elle n'a plus de claustrophobie, normalisation totale de la vision. D'accord. Ophtalmologiste suspend les corticoïdes, sensation de bien-être. Donc c'est un cas assez joli, ça représente bien la fonction et la régression des symptômes vis-à-vis du traitement homéopathique. Et je ne sais pas comment on aurait pu faire avec les traitements traditionnels. Voilà, on termine. L'homéopathie et spiritualité, ce sont vraiment des schémas parallèles, un seul objectif, les principes vitalistes. La base est vraiment l'interaction corps-esprit, ce sont des disciplines non matérialistes. Les maladies sont considérées dans les disciplines comme des énergies parasitaires, donc il faut les nettoyer au niveau du périsprit. Selon le spiritisme, ces énergies-là, elles sont résultat d'un engorgement de cette énergie à certains endroits. Et la conséquence en homéopathie, c'est le dérèglement de l'énergie vitale. Les traitements, c'est souvent équilibre de l'énergie vitale, action au niveau du périsprit, au niveau du champ magnétique. Souvenez-vous que l'eau, elle peut faire le rééquilibrage de ces champs électromagnétiques, surtout l'eau qui contient un médicament homéopathique. Et c'est sûr que les patients qui ont la facilité d'accepter le spiritisme, de pratiquer la réforme intime et les passes magnétiques, la fluidothérapie, ils gagnent en termes de traitement. Ils évoluent plus vite, on les voit clairement. Et ça, c'est des traitements qui sont complémentaires, ils sont même indiqués.
Donc on sait tous, les spiritualistes, que la Terre est un lieu d'expiation. Et pourquoi j'ai mis ça en dernière place, là, au dernier diapo, c'est parce que l'objectif de nous, en tant qu'êtres vivants, notre objectif ici, c'est à travers ces incarnations successives que l'âme se dépouille peu à peu de ses imperfections, qu'elle se purge jusqu'à ce qu'elle soit assez pure pour aller au monde plus heureux. Donc, nous sommes aidés par l'homéopathie à dépouiller toutes ces énergies parasitaires qui sont cumulées pendant une vie ou plusieurs vies, ainsi qu'à travers le spiritisme. Donc on fait notre vie entière d'une sorte qu'on puisse avoir la transmutation et l'expurgation du Père-Esprit, et d'une sorte que l'énergie vitale elle soit restaurée et que nous puissions sur Terre être libres de pouvoir poursuivre notre mission avec toutes nos potentialités. Voilà, donc c'est les messages que je voulais laisser. Je reste disponible. La mail est là. Et n'hésitez pas à m'écrire et faire un peu savoir qu'est-ce que vous en pensez de tout cela. Si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup pour votre attention. Ça a été un plaisir de partager un peu avec vous.